What is up, family? We have another Patreon request. We got comment les Gaulois sont devenus gallo-romains. Romains. Ben, on ne sait pas. That's why we're watching it. I don't know. So we left off with Octavius, I believe, in charge. Nous sommes à Rome, en 27 avant Jésus-Christ. Après sa victoire totale contre Marc-Antoine et Cléopâtre, Octavius n'a plus de concurrent pour diriger le monde romain. Comme son père adoptif avant lui, il est populaire auprès du peuple, il est adoré par les soldats et il est craint par la classe dirigeante qui se méfie de lui. Ouais. Néanmoins, apprenant des erreurs de César, il ne cherche pas à écraser les sénateurs, mais plutôt à les rallier à son pouvoir. Il annonce ainsi vouloir rétablir la République en y apportant quelques modifications. Comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent, Octavius, devenu Augustus, prend le titre de prince du Sénat et chef des armées. L'impérator contrôle aussi les tribuns et nomme les magistrats qui lui doivent obéissance. Il a donc tous les pouvoirs, mais maintient la République dans les apparences. Cette nouvelle organisation, qu'on appelle le Principat, est aussi l'occasion de réformer la façon dont les provinces sont dirigées. Quel sera alors l'avenir des peuples gaulois sous l'autorité romaine, alors que débute plus de 500 ans de Pax Romana? Cette vidéo est sponsorisée par les éditions Phoenix. Oh, non. Comment ça là? Wow, that was a long one. Après la proclamation du Principat par Augustus, les Gaulois vont connaître un phénomène qu'on appelle la romanisation. Pour l'expliquer simplement, il s'agit de l'assimilation de certains caractères romains, comme les institutions, la religion, l'architecture, mais aussi la langue. Pourtant, loin d'être un changement culturel imposé par l'envahisseur, la romanisation des Gaulois découle aussi d'un comportement volontaire des habitants. En effet, entre le siège d'Alésia de -52 et la proclamation du Principat en -27, les Gaulois n'ont pas cherché à se soulever alors même que Rome était en guerre civile. Cela peut s'expliquer, bien sûr, par le fait que César ait massacré 1/10 de la population lors de la conquête. Hey man, oh, it was brutal back then. It was just brutal. I tell you, the value of life was nothing in these days. Nothing. Pour ne pas subir encore une fois les foudres des légions romaines, les tribus ont cessé les révoltes faute de combattants disponibles. Néanmoins, il semble aussi que la conquête romaine ait été facilitée par le soutien de nombreux Gaulois. Comme nous l'avions vu dans la série sur la guerre des Gaules, chaque tribu avait un parti pro-romain et un parti anti-romain. Rappelez-vous de Gergovie par exemple, où les Édouins ont à la fois combattu pour César et pour le chef rebelle. Maintenant que les Gaulois anti-romains sont vaincus, ce sont les pro-romains qui partout prennent les rênes du pouvoir et qui vont faciliter le rapprochement avec l'Empire. Maintenant, voici comment l'impérator Augustus réorganise les territoires sous sa domination. Comme il est arrangeant avec le Sénat, le territoire conquis avant la guerre des Gaules, c'est-à-dire la Narbonnaise, reste dirigé par les sénateurs. On dit alors que c'est une province sénatoriale, alors que le territoire conquis par César est divisé en 3 provinces, dites impériales. D'ouest en est, on retrouve l'Aquitaine, dont la capitale est Santonum, aujourd'hui Sainte, la Lyonnaise, dont la capitale est Lugdunum, aujourd'hui Lyon, la Belgique, dont la capitale est Durocortorum, aujourd'hui Reims. Pour superviser la bonne gouvernance de ces 3 Gaules impériales, la cité de Lugdunum est dotée d'un statut de capitale générale. Ainsi, en comparaison avec la Gaule celtique et sa myriade de tribus, la Gaule romaine apparaît plus logique, plus rationnelle, plus organisée. Même chose pour l'organisation locale. Le système de patronage que nous avions vu dans la série sur la guerre des Gaules est abandonné. À la place d'une tribu dominante, on trouve désormais des legatus nommés par l'impérator dans chaque capitale de province, puis des tribus stipendiaires, libres ou fédérées. Les premières sont celles qui ont combattu aux côtés de Vercingétorix. Elles n'ont plus d'autonomie et doivent payer l'impôt. Les secondes sont exemptées de paiement mais doivent obéir aux legatus. Quant aux dernières,
Elles ont combattu avec les Romains contre Vercingétorix et sont donc indépendantes. Les Rèmes, les Lingons, les Trévires reçoivent naturellement ce statut. Les Édouins sont aussi pardonnés pour leur trahison et reçoivent également ce privilège. La seule condition, que l'ancienne tribu dominante se mette au service de Rome pour l'aider à transformer le territoire celtique. These are really well-made videos. They À really partir are. de l'an 27, 25 ans après la défaite de Vercingétorix, l'impérateur Augustus découpe la Gaule en 4 provinces. Néanmoins, depuis la guerre des Gaules, le territoire celte est soumis à des invasions et à des mouvements de population germanique. La raison, l'appât du gain ou des changements climatiques qui poussent les Germains vers le sud. Mais comme dominer les Gaulois signifie aussi les protéger des menaces extérieures, César, puis son fils adoptif, tracent une véritable frontière entre le monde romain et le monde barbare. C'est d'abord le Rhin qui sert d'appui défensif, puis Augustus pousse ses pions, mais ses légions se font écraser à la bataille de Teutobourg en l'an -9. Les Romains se replient alors derrière le Rhin, font construire des forts et des garnisons, puis se servent du Danube pour protéger l'Empire entre les Alpes et la mer Noire. Plus tard, vers l'an 85, l'impérateur Domitien fait relier les deux cours d'eau avec une ligne fortifiée de 550 km. Appelée Limes The work, Germanicus, le travail. le complexe comprend 60 forts et 900 tours de garde gardés par 4 légions, soit 30 000 hommes. 900 Domitien réorganise aussi les provinces du Nord. watchtowers. La Germanie supérieure et la Germanie inférieure sont créées aux dépens de la Belgique afin de mieux surveiller la frontière. La conquête de la Bretagne est également terminée par Domitien avant que l'un de ses successeurs, l'impérateur Adrien, n'y construise un mur à son tour. Ainsi, les Gaulois sont bel et bien encastrés au sein d'un empire qui se barricade de l'intérieur. Everybody's constantly worried about their territory being taken back in these days. De plus, Constantly. comme les vétérans de la guerre des Gaules ont droit à un lopin de terre en territoire conquis, Can't rest. ces derniers fondent des colonies dans le sud. La 6e Yes. Légion, par exemple, s'installe dans la ville d'Arélaté, aujourd'hui Arles, pour y faire construire des temples, des amphithéâtres, des aqueducs, des fontaines et des statues grecques. Arélaté sert de véritable vitrine, tout comme les colonies d'Arausio, aujourd'hui Orange, de Forum Joli, aujourd'hui Fréjus, et de Noviodunum, aujourd'hui Nyon. Les échanges avec les autochtones s'intensifient, les marchands gaulois viennent proposer leurs marchandises et leurs services. Peu à peu, lentement mais sûrement, les deux populations apprennent à se connaître. Entre-temps, dès l'an -39, le général Agrippa fait construire un immense réseau routier qui traverse la Gaule de long en large. What? L'objectif ? Acheminer rapidement les troupes d'un point vers un autre, mais aussi intensifier les échanges commerciaux. Comme nous l'avions vu dans la série sur la guerre des Gaules, les Gaulois ont toujours exporté des produits vers le territoire romain. La conquête accélère ce phénomène, si bien que les produits celtes, comme le tonneau par exemple, sont désormais vendus aux quatre coins de l'Empire. Une opportunité économique que beaucoup ne veulent pas manquer, au point de construire de nouvelles capitales si celles-ci sont placées trop loin des voies romaines. Les Édouins abandonnent Bibracte, les Arvernes font pareil avec Gergovie. Leurs nouvelles capitales, Augustodunum et Augustonemetum, sont même nommées en l'honneur de l'impérateur. Et tant qu'à faire, autant construire ces nouvelles cités sur le modèle des colonies romaines. Pour plaire à l'occupant, on y érige des forums, des temples, des fontaines, des statues grecques. En d'autres termes, on romanise le territoire dans l'espoir de plaire aux autorités et de mieux s'intégrer dans un marché plein d'opportunités. Par la suite, tout au long du 1er siècle après Jésus-Christ, les legatus présents dans les capitales provinciales vont encourager la construction de villes. Si les Celtes ne le font pas eux-mêmes, alors les autorités leur forcent un peu la main. Caesaromagus par exemple, aujourd'hui Beauvais, ou Caesarodunum, aujourd'hui Tours, sont érigés par des soldats en service pour y être habités par des Gaulois. Très peu, de toute façon, refusent le confort qu'offre une ville romanisée. L'eau courante, par exemple, y est amenée grâce à un réseau de plus de 200 nouveaux aqueducs. Fontaines, thermes, latrines, comme les routes ou les marchés d'exportation, ces véritables services publics sont C'est vraiment incroyable what they used to build back in those days with just hands and some tools. No machinery. Really, no machinery. This was, I mean, say, really. And at the speed they would build things. You know, today you want a bridge built,
you gotta wait like 3 years. Back in these days, they're probably like, un pont? Je sais pas, 4 heures. Well, give us 4 hours, we'll build you a bridge, no problem. It's mind-boggling. Sont appréciés par la population qui ne peut bientôt plus s'en passer. I guess it was all slaves building this shit, but still. Ainsi, en à peine un siècle, et par la simple construction d'infrastructures, They weren't building it. les Gaulois sont non seulement habitués à la présence romaine, mais surtout dépendants de la nouvelle autorité. I know, maybe they would, yeah. Crazy. Tout au long du 1er siècle après Jésus-Christ, le territoire de la Gaule se transforme radicalement sous l'effet de la romanisation. Pour autant, loin d'être un phénomène forcé, il semble que les Gaulois eux-mêmes soient acteurs du changement. Preuve, en l'an 70 à Durocortorum, aujourd'hui Reims, les tribus se rassemblent pour discuter d'une éventuelle révolte contre les Romains. En cause, les impôts, beaucoup trop élevés, qui sont désormais étendus aux tribus libres et fédérées. Mais les bénéfices de la conquête sont tellement élevés qu'après un vote solennel, une majorité de voix confirme la soumission à Rome. En réaction, les Romains commencent à desserrer les contrôles sur la population. Peu à peu, chaque tribu est autorisée à disposer d'un gouvernement local qu'on appelle la civitas. Pour faire simple, on ne dit plus que les Édouins ou les Arvernes forment une tribu, on dit désormais qu'ils constituent une civitas, c'est-à-dire une communauté de citoyens. Ainsi, la division entre tribus stipendiaires, libres ou fédérées disparaît, remplacée par des civitas au sein desquelles 4 groupes de population se distinguent. Tout d'abord, on retrouve une catégorie de population privée de liberté qu'on appelle les esclaves. Leur statut dans le droit romain est plutôt simple. Ils sont considérés comme des objets et sont à la disposition de leurs propriétaires. Ah, c'est bien ça. À côté, on Très trouve les gentil. pérégrins, qui Très sont des gentil. Gaulois soumis aux traditions locales. Un pérégrin peut être un paysan ou un soldat. Il peut habiter le nord ou le sud de la Gaule. Tant que sa zone géographique n'est pas considérée comme digne de recevoir des droits romains, les pérégrins vivent dans les mêmes conditions que sous la Gaule indépendante. Avant la conquête, ou après la conquête, les choses ne changent pas tellement pour eux. Ensuite, une catégorie de la population gauloise a plus de chance. Il s'agit des citoyens de droit latin et des citoyens de droit romain. À eux deux, ils forment ce que l'occupant appelle des municipes, ou municipalités en français. Mhm. Contrairement aux pérégrins ou aux esclaves, les citoyens sont protégés par le droit. Leur propriété, leur atelier, leur entreprise, leur métier, leurs employés, tous les pans de leur vie commerciale sont garantis par la justice. Droit de propriété, droit de porter plainte, droit de régler un conflit devant les autorités. Pour tous les Gaulois habitant les zones géographiques considérées comme dignes du droit romain, le changement entre la Gaule celtique et la Gaule occupée est très important. La mise en place de règles codifiées, en effet, met fin au pouvoir abusif des aristocrates. Pour autant, parmi tous ces Gaulois devenus citoyens, seule une minorité d'entre eux dispose de droits politiques. Il existe en effet une différence entre le droit latin, qui permet d'avoir des droits commerciaux, et le droit romain, qui offre le droit de vote et le droit de se présenter aux élections locales. Rome n'étant pas dupe, seuls les Gaulois qui se mettent au service de l'envahisseur méritent d'obtenir ce statut. Par exemple, n'importe qui peut devenir citoyen de droit romain, et donc avoir le droit de vote en faisant le service militaire. Après 15 voire 25 ans dans l'armée, le Gaulois est considéré comme romanisé et peut donc participer à la vie publique. 25 years in the army. Oh my goodness. Sinon, il est toujours possible d'acheter la citoyenneté, moyennant une somme d'argent très importante, ou bien de montrer aux autorités son engagement dans la romanisation du territoire. Un legatus, par exemple, peut... Aujourd'hui, on peut acheter aussi. C'est la même chose. See, that didn't change. You can buy yourself into the politics. Pas de problème. remarquer le bon comportement de certains Gaulois Nothing et changed. les remercier en leur donnant des droits politiques. Les villages qui se mobilisent pour aider à la construction de routes, les propriétaires terriens qui organisent la livraison de céréales aux soldats, les communautés qui paient l'impôt sans broncher et sans retard. Tout cela peuvent devenir citoyens en remerciement pour leur service. Le message est plutôt clair, plus les Gaulois font des efforts pour se romaniser et romaniser la Gaule,
plus leurs conditions juridiques et politiques s'améliorent. Ainsi, si on compte environ 5 ou 10% de Gaulois qui ont le statut de citoyen au début de l'Empire, ce chiffre a tendance à progresser pour atteindre 20 ou 30% de la population vers l'an 200. Les chiffres sont bien sûr impossibles à définir avec certitude, mais témoignent d'une tendance bien réelle. Les avantages de la romanité sont attractifs, et de plus en plus de Gaulois cherchent à devenir romains. Of course. Gives them a À la side- question posée par cet épisode, Yeah, I get it. pourquoi les Gaulois celtes sont devenus gallo-romains, il semble que la transformation du territoire et la diffusion du droit latin soient une première partie de la réponse. En effet, chaque habitant, pèlerin, affranchi ou citoyen, voit sa situation sociale et économique s'améliorer. Hmm. Rapidement donc, les mentalités commencent à changer. Hmm. L'élite commence à utiliser le latin de plus en plus souvent. C'est la langue du commerce, c'est la langue de l'administration, c'est la langue du service militaire, c'est aussi la langue de l'école où vont s'instruire les enfants des plus riches. Peu à peu, les dialectes celtes sont effacés et naît alors une sorte de latin vulgaire, qui diffère du latin de Rome, mais qui reprend sa conjugaison et sa grammaire. Les mots gaulois sont mélangés, transformés, mixés jusqu'à disparaître complètement. Seuls quelques mots celtes comme l'ambassade, la boue ou la charrue sont parvenus jusqu'à nous. Et puisque la langue est aussi un vecteur d'idées et de concepts, la romanisation du langage accompagne une romanisation des modes de vie. On mange toujours allongé, on s'habille toujours en toge, on passe du temps au terme, au théâtre et au cirque. Même les habitations des aristocrates reflètent ce changement radical dans les mentalités. À la place des fortins ou des maisons de bois, on trouve davantage de domus dans les villes et de villas dans les campagnes. Les élites gauloises étant aussi de grands propriétaires terriens ou à la tête de vastes réseaux marchands, les citoyens, les pérégrins, les esclaves, les affranchis qui travaillent pour elles se romanisent à leur tour. Look at that house, huh? Bill Gates. That's where he lives. Finalement, selon des spécialistes comme Bruno Dumézil, la romanisation de la Gaule est extrêmement rapide. Hmm. Même les druides, les gardiens du savoir et de la connaissance, semblent pris de vitesse par le phénomène. Pourtant, le druidisme, à l'époque de Vercingétorix, semble avoir un rôle très important. Leurs membres sont recrutés après 20 ans d'études. Ils ont le monopole de l'enseignement et de l'écriture. Ils sont en communication avec les dieux, avec les esprits, avec les ancêtres. Chaque année, les druides se réunissent dans la forêt des Carnutes pour échanger entre eux. On ne connaît quasiment rien d'eux, ni de leur fonction, ni de leur mission, I was gonna say, what is their function? mais ils forment sûrement une élite sociale et religieuse. Wait. He knows Comment, religion. dans ces conditions, comment le druidisme a-t-il pu disparaître ? Dans l'état actuel de la recherche historique, on ne sait pas vraiment répondre. Avant la conquête, il est possible qu'au sein de la tribu, le poids de la tradition donnait aux druides beaucoup d'influence sur les affaires. Après la conquête, au sein de la civitas, les gens pensaient surtout à s'enrichir ou à devenir citoyens. Il est donc possible que le druidisme soit devenu inutile. Yep. Money matters. Il est également possible que la romanisation du culte celte ait bouleversé les traditions. Always about the money. En effet, pour se faire bien voir des autorités, les aristocrates gaulois accueillent des dieux romains pour veiller sur les habitants. Partout, on voit des statues de Jupiter, des temples de Mercure, des monuments pour Vénus, les dieux traditionnels comme Lug, l'esprit du soleil, Toutatis, l'esprit de la tribu, Pélénos, l'esprit des sources. Les dieux traditionnels sont toujours vénérés, mais sont de moins en moins présents. De plus, certaines divinités sont modifiées par un phénomène qu'on appelle le syncrétisme. Syncrétisme, c'est-à-dire que la religion du vaincu s'est modifiée pour mieux convenir à la religion du vainqueur. Cernunnos, par exemple, qui avait le corps d'un cerf, dispose désormais d'une forme humaine, comme chez les Romains, mais avec une tête d'animal, comme chez les Celtes. En somme, un véritable dieu gallo-romain. Dans ce contexte de changement religieux, la place du druide, en tant que vieux gardien des traditions celtiques, est peut-être tombée en désuétude.
Sinon, les Romains les ont sûrement réprimés ou déportés. À partir de l'an -9 en effet, tous les Gaulois doivent pratiquer le culte impérial. Le culte impérial consiste à prier et à sacrifier des animaux pour la prospérité de l'impérator. Isn't that how you worship the devil? En d'autres termes, il s'agit de reconnaître une dimension divine dans le pouvoir romain. À Lugdunum, par exemple, on construit le sanctuaire des Trois Gaules. Chaque année, tous les magistrats de toutes les civitas doivent venir dans la cité pour pratiquer le culte impérial. Ceux qui y refusent sont emprisonnés ou massacrés sur place. Oh. I'm not surprised back in those days. Conclusion. La romanisation des Gaulois concerne tous les pans de la vie politique, économique, culturelle et religieuse. Au fil du temps, les vieux marqueurs de la tradition celtique, comme le druidisme, se sont tout simplement effacés sans que personne ne se rende compte. Entre l'an -27 et l'an 177, la Gaule connaît ainsi la Pax Romana. Rien ni personne, de l'extérieur ou de l'intérieur, ne semble pouvoir perturber cet équilibre. Pax Roma. Les Gaulois sont devenus gallo-romains et se sont convertis pour de bon. Pourtant, dans la ville de Lugdunum, en 177, un événement vient bouleverser la tranquillité de la province. Dans la capitale des Gaules en effet, un petit groupe, qui se fait appeler chrétien, s'adresse à la population. Pour eux, les nouveaux dieux que les Gaulois ont accueillis dans leur cité, toutes ces prières que les habitants concèdent dans le culte impérial, toutes ces pratiques nouvelles seraient fausses et inutiles. Le Dieu, le seul, l'unique, aurait envoyé son fils parmi les hommes pour annoncer le début d'une ère nouvelle. Pour ces marginaux que personne ne connaît encore, le destin de la Gaule est prêt à basculer une seconde fois. Merci aux éditions Phoenix d'avoir soutenu cet épisode. Wow. Retrouvez leur catalogue sur leur site internet en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Avec le code. Let me just see if there's anything. No. No, I bet he don't. Wow. There's so much information. But it's interesting to learn each category of religion, people. You know, they're just labeled. That's how I should say it. How everybody was just labeled by, you know, their superiors, and you're in trouble if you just labeled as a slave. You know, that just sucks. But I mean, I'm glad I wasn't around in these days, people. I mean, whew, it was rough. This is like, man, the people that complain today, they should have been hanging around in these days. Trust me, they would be like, you know what? Life is wonderful today. I'm very, very happy and pleased of how my life is, when it could have been in one of these eras where you would just like blink wrong. Did you just sneeze? Get over here. You go to we're going to imprison you or behead you because you just sneezed while we were praying. You can't. Are you crazy? You can't do that. Like anything. I don't know. It just seemed like 10% of all life, you know, destroyed. They don't care. They just, I don't know. It's just so odd. It's just so weird that humanity was so different, but then at the same time is very similar. You know what I mean? Today, you know, whoa, let me guess. If you could buy yourself into politics? What? Oh, wait a minute. That's today. Like, are we in which century are we in? Because it seems that a lot of things seem very similar. Well, anyway, another good video. And I guess, man, 1 of 9. So the next one's going to be Jésus et la naissance de... Oh, voilà. We're going to talk about Christianity. Oh là là. Bon, anyway. Comment les Gaulois sont devenus gallo-romans. Roman. And we'll wait for the next one. Take care. Peace out. À la prochaine.